Je voulais demander à Monsieur le ministre, pour éviter l'abus en termes de stage, pour éviter le fait que certaines entreprises aient plus de 20-25% de stagiaires, est-ce que la loi prévoit un encadrement? On passe à la seconde question, mais de grâce, pour toute question, 20 secondes. Bonjour, c'est Monsieur Lanfia Bérété, diplômé. Voilà, ma question s'intéresse à Monsieur le ministre. Voilà, c'est avec effroi nous avons entendu Madame de l'hôtellerie lorsqu'elle s'est entretenue avec les responsables des hôtels face à la caducité, n'est-ce pas, de son institut, pour ne pas dire la pauvreté, n'est-ce pas, de l'institut. Et cela révèle ici toute la caducité, n'est-ce pas, de notre système éducatif, ne pas parler de la politique éducative. Et face à cette réalité, mon inquiétude va à l'endroit, n'est-ce pas, de l'État. L'État guinéen, je crois bien, regardons ces réalités, parce que le premier responsable de la nation lui-même disait tant autre que l'éducation, elle est malade. Et lorsque nous sommes conscients de cet état de fait, moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se dit au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement et qu'est-ce qui est en train de faire. Et pour revenir sur la problématique de stage, par exemple, nous savons qu'au niveau du public, là aussi il y a un problème. Nous avons des confrères qui sont dans l'administration en tant que stagiaires, qui sont aujourd'hui vieux de 7 ans. C'est inimaginable. 7 ans de stage. Et jusqu'à présent, ils n'ont aucun repère. Nous avons ces réalités. Aujourd'hui, avec la médecine, on a compris qu'il faut ce qu'on appelle la synthèse clinique pour permettre à ces étudiants d'être, n'est-ce pas, plus pragmatiques, n'est-ce pas, face à leur premier emploi. Et même cette synthèse clinique aujourd'hui pose des problèmes parce que nous avons le témoignage de certains étudiants qui font cas de la difficulté, n'est-ce pas, de l'accession dans ces instituts, n'est-ce pas, hospitaliers. Et donc voilà ces problèmes qui sont là, au vu aussi de tout le monde, au vu aussi du gouvernement. Et qu'est-ce que nous entendons? C'est seulement blâmer les étudiants. Et vous êtes caducs, vous êtes irresponsables, vous êtes mal formés. Mais qu'est-ce que nous faisons en réalité? Quel est le suivi? Monsieur le ministre, je crois que vous avez l'occasion aujourd'hui de nous mettre à l'aise. Je vous remercie. Merci. Merci. Je ne pense pas avoir utilisé ce vocable ce matin. Je viens justement pour, avec vous, évoquer ces problèmes. Et il ne me viendra jamais à l'esprit de vous décourager en vous disant vous êtes mal formé, vous êtes caduc. Non. Il y a des défis qui se posent à la formation. Et je viens de vous dire quelques éléments des mesures qui sont en train d'être prises pour justement qualifier cet enseignement. Vous savez, quand vous avez accumulé 25 ans de retard dans un domaine, en quelques mois, vous n'arrivez pas à le régler. Vous avez dû constater qu'on est en train de construire, par exemple, de nouvelles écoles. Ça faisait 30 ans, lorsque la première nouvelle école de formation professionnelle va être ouverte en Guinée, cette année, avec la grâce de Dieu, ça fera 30 ans qu'on n'a pas investi une pierre dans la formation professionnelle. Ce secteur-là, qui justement est censé fournir des ouvriers qualifiés, des agents de tourisme et des agents hôteliers. 30 ans. J'ai procédé, grâce au budget national, à la rénovation des infrastructures d'une dizaine d'écoles depuis 2011. Ça faisait aussi des années que même une couche de peinture n'avait pas été placée. Les équipements coûtent très cher, excessivement cher. Pendant un moment donné, des investissements avaient été faits, par exemple, pour permettre à la coopération canadienne d'équiper des centres de formation professionnelle. Vous avez l'école supérieure de tourisme, il y a une école de tourisme, le Senfort, qui est équipé, qui est d'un niveau un peu moins élevé que celui de l'enseignement supérieur, où l'école avait été équipée de tout ce qui permet de former des jeunes. Tout a été vendu avant 2010, tout a été dilapidé. Des gens sont partis construire leur propre restaurant avec. C'est à nous que revient la tâche de reconstruire tout ça, de rééquiper, de recruter. Depuis combien de temps il n'y avait pas eu de recrutement dans la formation professionnelle? C'est maintenant que nous sommes en train de les recruter, de recruter 500 nouveaux formateurs pour permettre de former ces jeunes. Donc c'est une reconstruction. Malheureusement, le mal a été fait et beaucoup de jeunes sont sortis de ces structures sans avoir pu bénéficier des programmes de formation
des équipements nécessaires et des infrastructures. Donc ce que l'État fait, c'est de réparer tout ça. Et nous sommes à la tâche. Il y a une dizaine en tout de nouvelles écoles qui vont être construites, équipées avec des nouveaux programmes et des nouveaux formateurs. Les premières vont être inaugurées cette année. Nous espérons en tout cas qu'il y en aura au moins 6 ou 7 cette année, ou en tout cas au plus tard premier trimestre 2018, dans lequel on pourra accueillir de nouveaux étudiants dans de nouvelles infrastructures. Les formateurs ont été recrutés, ils sont en train d'être formés avec des nouveaux programmes de formation, et nous sommes en train de rénover tous les programmes de formation. En attendant, pour ceux qui n'ont pas besoin de financement, ce que nous avons fait, c'est associer le secteur privé à la formation en les mettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les conseils d'établissement. Voilà ce qu'on est en train de faire pour relever le niveau de la formation professionnelle et faire de telle sorte que les jeunes qui soient là soient dans une meilleure disposition pour affronter le marché de l'emploi avec d'autres programmes qui vont prendre du temps à se mettre en place, mais qui seront en place et sur lesquels on ne pourra pas revenir en arrière. Ça permettra à notre enseignement de fournir de la main-d'œuvre qualifiée et des cadres qualifiés pour notre marché de l'emploi. Merci, Monsieur le ministre. Je suis le modérateur, j'ai le devoir d'être neutre, mais il m'est très difficile d'être neutre parce que je suis partie prenante du système d'enseignement technique. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les comités d'établissement, les conseils d'administration des établissements auront à leur sein des comités d'insertion. Des comités d'insertion qui auront en charge de prendre en charge tout élève qui sort, celui qui a besoin, qui veut aller vers de l'emploi salarié, sera pris en charge, formé aux techniques de recherche de l'emploi, formé à autre chose pour le rendre plus compétitif sur le marché de l'emploi. Et celui qui voudra s'installer à son compte sera pris en charge pour qu'on lui donne des notions de compréhension de l'entreprise, de trouver une idée de l'entreprise, de créer son entreprise et de gérer mieux son entreprise. Donc, c'est des efforts qui sont en train d'être faits et qui certainement vont entrer en ligne de compte, en application dès la saison prochaine. Une autre question? Bonjour. S'il vous plaît, de grâce, 20 secondes. Bonjour. Oui, on ne vous voit pas, mais bonjour. 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 Je m'appelle Balassan. Je suis étudiant. Je commence d'abord par dire, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, on étudie pour travailler. Donc, une étude qui n'amène pas la personne de travailler, ce n'est pas une bonne étude. Dans ce cas, Monsieur le ministre, depuis le vendredi, le 1er, j'ai commencé à participer à ce débat. Tous ceux qui vont passer ici sont unanimes de dire que la formation qui est donnée en Guinée n'est pas en adéquat avec l'emploi, c'est-à-dire ce que les entreprises visent. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche ici le gouvernement de réformer ce système éducatif afin que le système éducatif soit adéquat avec, c'est-à-dire la politique de développement que nous voulons. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, moi, depuis qu'on est venu ici, on parle trop de TIC. Et pour moi, la Guinée est en train de virer aux bases de ce développement. Parce que le TIC, le secteur qui consomme plus de TIC, c'est le secteur primaire. Et on a beau parler ici, rarement on a parlé de l'élevage. Rarement on a parlé de la pêche. La Guinée a plus de 300 km de côté. Et on ne peut pas parler du développement de la Guinée sans parler de la pêche, ni de l'élevage, et encore de l'agriculture. Hein? Donc, pour moi, il faut parler de ce secteur. Deuxièmement, moi je pense aussi, madame a parlé sur le plan de l'hôtellerie et du tourisme. Elle n'a parlé que de l'hôtel seulement. Et pourtant, la Guinée a des sites touristiques qu'il faut développer. Et à travers ces sites, on peut se développer. Mais pourquoi seulement se baser sur l'hôtellerie et laisser sur le plan du tourisme? Je pense bien ça. Troisièmement aussi, j'ai une solution pour l'emploi, si vous permettez. La première solution, c'est quoi? C'est de maintenir le climat social afin que les investisseurs soient là. Parce que si vous prenez par exemple dans les autres pays, je vais prendre par exemple ce que je vois, hein, par exemple à l'Occident, les étudiants ont des stages pendant qu'ils sont sur le banc. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des entreprises ici, avec quoi? Avec eux, les universités
font des partenariats afin que ces étudiants puissent... Donc les investissements sont des solutions pour le développement de la Guinée. Donc aussi, je prenais la parole. Ce que je voudrais dire encore pour les TIC, si on ne fait pas le TIC, si on ne développe pas le secteur primaire, on va utiliser le TIC demain. Par exemple, actuellement, Facebook avec toutes choses là. Donc, c'est vrai. Merci. Merci. Je crois qu'on a abordé la plupart de ces questions. Avant que le ministre ne conclue sur cette question, je vais donner la parole à M. Tunkara de la Société Générale. Voilà, moi je voulais revenir simplement sur sa première question, à savoir l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il faudrait que M. Ba retienne quand même qu'à ce niveau, des efforts ont été faits par l'État. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, je faisais droit. À l'époque, il n'y avait que 2 spécialités. Après le DEG, c'était le droit public et le droit privé. C'est soit tu faisais droit public ou tu faisais droit privé. Et ceux qui faisaient économie avaient le choix entre la gestion et la finance. Mais maintenant, j'avoue que dans les universités, mon dernier passage à l'université Somphonia, j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup de branches. Dès la première année, les étudiants sont spécialisés, ce qui constitue aujourd'hui un effort considérable. Il y a le droit minier, le droit notarial, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il reste à faire, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Bon, vous parlez toujours d'adéquation entre la formation et l'emploi, mais tous ceux qui travaillent aujourd'hui ont suivi la même formation. Je pense qu'aujourd'hui, le réel problème des étudiants guinéens, c'est un problème de niveau. Et ça, ce n'est pas seulement qu'à l'enseignement supérieur, ça c'est depuis la base. Il faudrait que vous mettiez en tête que vous devez vous investir vous-même dans votre formation à l'université. Parce que je cause souvent avec des étudiants, ils nous disent non, quand on dépose nos CV, ils favorisent ceux qui viennent du Maroc, ceux qui viennent de la France, des États-Unis, du Canada, ainsi de suite. Mais tel n'est pas le cas. Nous organisons des tests à la Société Générale. Les étudiants compétissent venus de toutes les universités, mais parfois c'est ceux de Somphonia ou de Gamal ou de Kofi Annan qui sont retenus, pour ne pas citer toutes les universités. Donc je pense qu'aujourd'hui, le réel problème, c'est au niveau des étudiants, il faut vous investir vous-même. Vous avez la chance. À votre époque, il y a l'Internet. Nous, à notre époque, on n'avait pas l'Internet. Il fallait aller dans les bibliothèques, ouvrir. D'abord, il n'y avait pas assez de bibliothèques. Il fallait te débrouiller, aller dans les bibliothèques, trouver des documents pour préparer tes TD. Alors qu'aujourd'hui, pendant qu'un professeur enseigne son cours, toi, étudier avec ton téléphone, tu as accès au cours. Donc ça, c'est un effort. Ça, c'est quand même une chance. Donc, M. Guilao, c'est ce que j'aimerais dire. Merci, M. Tunkara. Est-ce qu'il y a un des panélistes qui veut ajouter, Madame, docteur? Bonjour. Merci, Monsieur le modérateur. M. Ba a parlé de mon intervention. Il a dit que je me suis focalisé sur l'hôtellerie et pas sur l'aménagement des sites touristiques. Je me suis basé sur l'hôtellerie parce que c'est dans ce domaine, pour le moment, qu'il y a suffisamment d'offres d'emploi. Avec tous ces réceptifs hôteliers qui jaillissent, nous avons besoin de former de la main-d'œuvre ou bien des cadres supérieurs pour ces hôtels. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre. Mais nous avons aussi écrit un projet sur la formation des guides touristiques. Bon, la note conceptuelle a été acceptée. Et pour le moment, nous sommes en train de recevoir les remarques, les critiques par rapport à ce projet. Parce qu'il y a un manque vraiment très important de guides touristiques dans le pays. Bon, puisque c'est dans l'hôtellerie qu'il y a eu beaucoup d'investissements, nous nous focalisons sur ça d'abord. Mais vous avez raison, nous devons nous intéresser aussi, ou bien les investisseurs doivent s'intéresser aussi à l'aménagement de nos sites touristiques. Les sites touristiques qui sont qui ont beaucoup de valeur et qui sont très nombreux. Je vous remercie. Merci, madame. Peut-être rapidement, sur le niveau de formation, ce qu'il faut savoir, on a
suffisamment fait le diagnostic de l'enseignement, les gens ne sont pas bien formés, le niveau est bas. Bon, toujours est-il que dans la plupart des entreprises guinéennes aujourd'hui, ce sont des jeunes Guinéens qui, pour la plupart, ont fait leurs études en Guinée, ont eu leur diplôme en Guinée. C'est vrai, peut-être qu'il faut un peu plus d'efforts à un étudiant guinéen pour s'en sortir qu'un étudiant marocain, français, anglais ou même sénégalais, c'est possible, mais c'est encore possible ici de s'en sortir. Moi, j'ai enseigné et j'ai embauché, j'ai pris en stage des jeunes que j'enseignais à Kofi Annan, par exemple, à l'époque, et je peux vous dire qu'ils n'ont rien à envier. Celui que j'ai recruté à mon niveau était devenu tellement fort en droit qu'il était beaucoup plus fort que moi-même et qu'il corrigeait les juristes de la holding du groupe dans lequel je travaillais sans être jamais sorti de Guinée. Il n'était jamais sorti de Guinée. Et c'est un très bon cadre aujourd'hui en Guinée. Donc, ça aussi, il ne faut pas qu'on vous décourage à ce niveau-là. Peut-être le fait de le répéter vous oblige à faire plus d'efforts. Ben, tant mieux, en attendant que le niveau de l'éducation soit digne également de ce que vous attendez de lui. Ensuite, il y a effectivement toujours ce problème d'adéquation, mais depuis tout à l'heure, on ne fait que parler de ça. Il faut qu'on rende les études plus pratiques. Mais ce n'est pas propre à la Guinée. Vous allez dans le système français aujourd'hui, le grand débat en Europe, en France, c'est comment faire de telle sorte que les études soient moins théoriques, qu'elles soient plus pratiques. Nous l'avons tous rencontré. Moi, quand je suis sorti de l'université, j'étais très fier de ma maîtrise en droit des entreprises, droit des affaires, mais j'étais incapable de remplir une lettre d'échange lors de mon premier emploi. C'est sur place que je l'ai appris. Donc rien ne remplace la pratique et c'est pour ça que nous voulons mettre en place ce programme qui va permettre de vous préparer à la vie professionnelle. Vous êtes sans doute en fin de cycle, vous avez encore des chances de profiter d'autres programmes, mais ceux qui viendront pourront bénéficier de ces programmes-là. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Et ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est exactement la réalité. L'adéquation formation-emploi. Pourquoi consacrer de la formation à des guides touristiques pendant que les circuits touristiques ne sont pas très développés et alors que les hôtels demandent la compétence? C'est ça l'adéquation formation-emploi. Mais vous avez raison, ce n'est pas une raison pour ne pas préparer des programmes et des curricula pour l'hypothèse où des investisseurs vont investir dans des sites touristiques et où on aura besoin d'avoir des guides touristiques de haut niveau. J'espère que madame y pense déjà. En tout cas, nous, on y pense. Merci. Merci. Bon, les organisateurs me disent que ça va être la dernière question. Bon, il y a une dame. Ah, Nicolas, exception. C'est une dame. Hein. Allez-y. Bonjour madame, monsieur. Bonjour, cher Jean. Le micro. Bonjour madame, monsieur. Bonjour, cher invité. Je réponds au nom de Keta Gaka, diplômé en administration des affaires à l'Université Générale Lassana Conté. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quelles sont les pratiques que les étudiants des différentes facultés doivent apprendre pour répondre aux besoins des différentes entreprises. Ça, c'est la première question. J'ai dit, la première question, c'est quelles sont les pratiques que les étudiants des différentes facultés doivent apprendre pour répondre aux besoins des différentes entreprises. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut faire une étude au sein des différentes entreprises qui peut nous permettre de nous former au sein des différentes universités. Mais la deuxième question, est-ce que vous pouvez faire une étude au sein des différentes entreprises selon leurs besoins pour mettre ces cours pratiques au sein des différentes universités? Donc, c'est la question que j'avais à vous poser et je vous remercie. Très bonne question. Monsieur Dubossetch va essayer de répondre. C'est pour montrer qu'il y a quand même des choses pratiques. Madame docteur a parlé tout à l'heure des guides touristiques. C'est un cas concret où l'école de tourisme s'est entourée de professionnels. Ils ont monté un projet. Elle a utilisé le terme de note conceptuelle qu'ils ont déposé et que y a des remarques qu'il faut prendre en compte pour que les formations qui sont proposées au niveau des guides touristiques correspondent aux besoins des professionnels de guides touristiques. Et ça, c'est financé par le projet Booster les compétences, qui est aussi de l'argent du gouvernement guinéen. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des initiatives. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication, mais c'est des initiatives concrètes. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est un programme, c'est quelque chose qui est en exécution.
Donc, une fois qu'ils ont terminé, les prochains étudiants en tourisme vont bénéficier des équipements et des nouveaux curricula qui sont mis en place par ce financement. Donc, il y a des choses qui se font au niveau de l'adéquation entre l'emploi et la formation. Deuxième chose, le fait de demander qu'est-ce qu'il faut enseigner aux étudiants pour que ça soit conforme, j'ai envie de dire que ça dépend du contexte. C'est-à-dire ce qu'on peut enseigner à Conakry peut être même différent de ce qu'on enseigne à Zérékoré. Ce qu'on enseigne aux États-Unis, le besoin des Américains est différent. Donc, la meilleure façon, c'est de s'asseoir, discuter entre l'offre et la demande, l'offre d'emploi et la demande d'emploi, pour dire qu'est-ce qu'on a besoin. À partir de ce moment, les choses seront claires. On saura qu'est-ce qu'il faut enseigner, les compétences qu'il faut donner aux jeunes pour qu'ils soient employés, parce que c'est l'entreprise qui valide le curricula. À la fin du curricula, il va participer au recrutement des étudiants. Il va participer à l'enseignement. On a parlé tout de suite des vacataires, des entreprises qui vont venir au niveau des universités ou des écoles pour donner des cours. Ils vont donner des cours pratiques. À la fin, il y aura un diplôme et vous allez être embauché. Si la Société Générale participe, elle ne va pas inventer des choses. Elle va décrire ses besoins. À la fin, la Société Générale ne pourra pas, bon, je parle sous le contrôle de M. Tunkara, embaucher tout le monde. Et ça, c'est partout dans le monde pareil. Ça, c'est le contexte économique qui fait qu'il y a beaucoup plus d'emplois, il y a moins d'emplois. D'où l'encouragement aussi de l'entrepreneuriat. Mais si vous avez des compétences, vous pouvez être embauché en Guinée, vous pouvez être embauché en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, comme ces gens-là viennent trouver de l'emploi ici. Donc, il n'y a pas de compétences identifiées au départ qu'il faut enseigner, mais ça dépend de l'analyse du contexte. Peut-être qu'il y a des compétences transversales où, si tu les as, par exemple la gestion de projet, le français, bien s'exprimer en français ou en anglais, ça c'est universel, mais le reste, il faut tenir compte du contexte local pour pouvoir en fait identifier les besoins. Je vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur Barry, vous avez la parole. Alors, le commentaire que je souhaitais faire par rapport à la question, je vais faire un petit parallèle. Vous prenez une entreprise qui est dans un domaine particulier, bien service ou quel que soit le domaine. La question clé qu'elle se pose, quel bien, quel service adapté à la demande, en fait. Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de fonctionner, dans ce que je produis, de manière à ce que cela soit absorbé par le marché. Eh bien, j'ai envie de dire, dans le milieu estudiantin, il faudrait se poser la même question. Il faudrait, dans le cadre de la formation, alors peut-être pas en sortant juste du bac, mais au bout de 2 ans, 3 ans, se poser la question du marché, en fait. Qu'est-ce que demande le marché aujourd'hui? Est-ce que le marché a plus besoin de juristes? Est-ce que le marché a plus besoin de médecins, de pharmaciens, d'ingénieurs, d'agronomes, dans l'énergie, etc. Donc, il faudrait que vous puissiez faire cette analyse-là en amont et aller vers des filières où vous avez le plus de chances de trouver du travail, parce que c'est de cela dont il est également question. Et ensuite, ce que je rajouterais, ça a été dit tout à l'heure, on est, qu'on le veuille ou non, M. Ba tout à l'heure parlait d'éthique. Effectivement, on est aujourd'hui interconnecté, le monde est totalement interconnecté. Il faudrait absolument que vous soyez totalement exposé et que vous ayez une parfaite maîtrise des nouvelles technologies de l'information et que vous puissiez au contraire apporter cela aux entreprises. Elles en ont besoin. Comment communiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelle est, j'allais dire, l'orientation, la tendance de la jeunesse aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez apporter. Tout à l'heure, j'ai fait un long développement sur l'exposition linguistique, parler de l'anglais, du chinois, etc. Tout ça, c'est des éléments, j'ai envie de dire, que vous pouvez apporter en plus de l'enseignement académique qui est fondamental. Ça a été dit tout à l'heure, quand on parle de réussir une insertion professionnelle, d'accord, les stages sont absolument fondamentaux, mais la formation académique de base, et c'est dès, j'allais dire, même la maternelle, est absolument essentielle. Il faut vous ouvrir à la lecture aussi. La lecture est fondamentale. Ne restez pas totalement déconnecté de cela. Ça contribue à la formation, à la culture générale. Donc voilà. Merci, monsieur. Oui.
M. Guilawa, avec votre permission, Oui. Ce que je vais rajouter à ça, il faudrait que les étudiants comprennent que ce n'est pas en restant à la maison qu'on peut se considérer automatiquement chômeur. C'est-à-dire que tu finis l'université, vous organisez la remise de diplôme, les remises de diplôme, tu as ton diplôme, tu vas dans ton village, bon, moi je suis diplômé, j'attends l'emploi. Non, quand vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas considéré comme chômeur. Pour être chômeur, il faut avoir une qualification professionnelle, il faut rester sans emploi et il faut être effectivement à la recherche d'un emploi. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les jeunes croisent leurs bras et pensent que l'emploi on va envoyer l'emploi dans un plateau pour dire, bon voilà, demain tu viens, tu commences avec ton contrat. Mais si c'était le cas, on n'allait pas être embauché. Donc vous devez vous-même être conscient de cela et vous investir dans la recherche d'emploi. Une fois, à la fin de vos études, quand vous avez vos diplômes, vous faites des dossiers, vous passez d'entreprise en entreprise, vous faites des dépôts. Si vous n'êtes pas appelé au bout de 3 mois, vous renouvelez vos dépôts. Il faut effectivement être à la recherche de l'emploi. Et il y a également, M. Baldé qui l'a rappelé, il y a l'AGIP qui est là. Il faut être inscrit à l'AGIP. Parce qu'en France, ceux qui sont à la recherche de l'emploi vont s'inscrire au pôle emploi. Parce qu'il faudrait qu'on sache que tu as fini et tu es sans emploi. Mais comment le savoir? Il faudrait être inscrit quelque part. C'est cette précision que j'avais à donner. Merci. Monsieur le ministre. Merci pour cette question, mademoiselle ou madame. Ce dont vous parlez, ça se fait, mais ça ne se fait pas bien. C'est-à-dire savoir quelles sont les compétences dont l'entreprise a effectivement besoin. Dans la formation professionnelle, on fait ce qu'on appelle l'AST, l'analyse en situation de travail. Pour venir voir exactement, par exemple, le mécanicien, quels sont les gestes qu'il répète pendant tout le moment où, par exemple, il répare la climatisation d'une voiture. Geste par geste, procédure par procédure, pièce par pièce, et c'est ce qu'on va enseigner. Mais le problème, c'est que ça se fait par à-coup. Vous le faites cette année, et puis vous attendez 3, 4, 5 ans pour venir voir encore si ce que vous aviez fait dans l'analyse en situation de travail il y a 5 ans est toujours valable. La technologie allant très vite, c'est très vite dépassé. Et donc ce que vous apprenez dans les ateliers des écoles professionnelles n'est plus ce qui se fait au niveau des ateliers et des garages. Je prends un métier très simple, le métier d'assistant de direction. Avant c'était les secrétaires, maintenant c'est des assistantes. Si vous restez sur la notion de la sténodactylo des années 70-80, vous êtes dépassé parce qu'aujourd'hui, même un chef d'entreprise, un directeur, pratiquement ne dicte plus ses courriers, il les fait lui-même. À la limite, avec la dictée vocale, il parle, ça écrit sur l'ordinateur, il fait la mise en forme. Donc, il faut faire évoluer le métier d'assistante de direction, de management, par les nouvelles missions qu'on va lui confier. Et pour ça, il faut que les enseignants aillent au niveau de l'entreprise et le savoir. Au lieu de faire cette démarche va et vient et prendre le temps avant de la renouveler, ce qu'on veut, c'est de le faire ensemble. Ce qui fait que lorsque les professionnels sont dans les conseils d'établissement, au fur et à mesure, ils vous disent attention, ce que vous enseignez là dans telle faculté ou dans tel atelier, ça c'est fini, hein, avec tel nouvel outil, avec Facebook, avec Google et ainsi de suite. Il y a une nouvelle technologie qui est venue. Allez voir comment ça se passe. Vous allez mettre vos étudiants à jour. Voilà un peu cet automatisme qu'on veut mettre en place et sur lequel nous travaillons tous ensemble. Et on espère que la collaboration va être encore plus forte. L'enseignement supérieur fait pareil. Et nous avons dans notre lettre de mission ce qu'on appelle la PVP. J'ai été heureux d'entendre Tunkara utiliser ce mot comme si on s'était concerté, et ce n'est pas le cas, la préparation à la vie professionnelle. Pour que, depuis le primaire, en passant par le secondaire, le lycée, le collège, le lycée et l'université, à chaque étape de votre cursus, il y ait des modules qui vous préparent au marché de l'emploi, en fonction de votre niveau de compréhension. Ça sera le stage, le module découverte, orientation et insertion. Lorsque vous arrivez à la fin de vos études, on est en phase d'insertion et vous devrez être en principe en mesure d'avoir des stages, de savoir ce que c'est qu'une entreprise, de ne plus être en train de découvrir le marché de l'emploi lorsque vous avez votre master ou votre licence. Merci. Merci bien. Madame, vous avez fait droit des affaires. Pardon? Balcon, mais les organisateurs demandent à conclure. On va conclure. C'est un sujet passionnant, on l'aura compris. Il faut retenir durant toutes ces... On a fait 2 heures, un peu plus de 2 heures, que le diagnostic est fait, il est connu. Les efforts doivent être faits chez tout le monde, notamment les pouvoirs publics, les entreprises, les partenaires
et les étudiants. Ce qu'il faut savoir pour les étudiants, c'est que aujourd'hui, ils doivent fournir encore plus d'efforts pour rattraper certains handicaps. Il faut aussi s'informer au maximum et aller vers les institutions qui sont là, qui ont pour mission de vous accompagner. Mais je vais prêcher pour mon église. Aujourd'hui, à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, il y a un pôle conseil orientation des jeunes diplômés vers des filières porteuses d'emploi, vers des filières porteuses de formation, vers des formations porteuses d'emploi. Et pour l'instant, on n'en a peut-être reçu qu'une vingtaine. Donc, ayez l'information, allez la chercher et faites des efforts. Et au bout de l'effort, il y aura de la réussite. J'espère que je me suis fait suffisamment comprendre. C'est la première fois que je joue le rôle de modérateur. Et merci à toutes et à tous. Et bonne chance aux étudiants. Sachez que nous sommes là pour vous. Merci. Monsieur le modérateur, chers panélistes, merci pour la qualité des interventions. Nous allons vous demander de vous retirer. Et surtout, n'oubliez pas, à votre droite, vous avez un cadeau offert par l'organisation. Merci.